un succès dans un pays, ça va donner un message à des autres investisseurs qu'on va venir dans les autres pays et on va même avoir leurs projets dans ce domaine-là. Alors c'est très, très important. En tant qu'économiste, vous trouvez quelles sont les priorités du continent africain? Qu'est-ce qu'ils ont besoin en premier lieu? Et puis, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'énergie verte, ou bien c'est l'économie verte tout d'abord, ou bien le développement en général? Quelles sont les priorités? Moi, je pense que la grande priorité, c'est de développer l'infrastructure de ces pays-là. Et parce que si on ne peut pas avoir une infrastructure professionnelle, ça serait très difficile pour n'importe investisseur qui va venir là-bas et faire du travail. Ça, c'est très, très important. L'autre facteur qui est très important, c'est de transférer la technologie et avoir un programme pour élever les ressources humaines de ces pays-là pour avoir cette technologie-là. Ça, c'est très, très important. Il y a quand l'Égypte a présidé l'Union africaine, il y a eu le lancement de la ZLECA, c'est-à-dire la zone franche interafricaine. Où on est? Est-ce que ça a commencé à fonctionner, ou bien il y aura du temps quand même? Ça va prendre un peu de temps. Mais jusqu'à maintenant, on n'a vu rien. On n'a pas pris des pas dans ce domaine-là. Mais moi, je pense qu'avec cette situation, comme je vous dis, la situation grave mondiale, certainement, moi, je pense qu'on va prendre des pas sérieusement et on va prendre ces matériaux sérieusement parce que la situation, maintenant, est très, très... Vous avez mentionné la priorité, c'est les infrastructures. Exactement. Alors, nous trouvons qu'un pays comme la Chine, par exemple, est très présente sur le continent africain avec la construction d'infrastructures partout. Exactement. Alors, comment fortifier, ou bien, comment on dit, soutenir de plus les relations avec un pays comme la Chine pour pouvoir vraiment développer le continent, point de vue infrastructure? Moi, je pense que l'Égypte peut jouer un rôle dans ce domaine-là et peut-être par avoir un système de communication avec les compagnies chinoises et donner les chances. Quelles sont les chances, quels sont les projets qui sont là-bas et qu'est-ce qui leur manque là, dans ces pays-là. Ça, c'est très, très important. Ça va donner une idée à les compagnies chinoises qui vont, ça va faire le processus va être plus facile. Si vous donnez une idée, et peut-être l'Égypte peut jouer un rôle dans ce domaine-là, parce qu'elle a beaucoup d'expérience dans des pays africains. L'Égypte joue un rôle dans le domaine de la construction. On a beaucoup de compagnies de construction qui travaillent dans des pays africains. Et peut-être aussi, la Chine a beaucoup d'expérience dans le domaine pétrolier. Je vais vous dire, au Soudan, il y a beaucoup de compagnies chinoises qui travaillent dans le secteur du Darfour. Et ça, peut-être, va donner une idée quels sont les problèmes qui sont là-bas et comment on peut élever ces problèmes-là. Ça, c'est très, très important. C'est la solidarité entre les pays sud-sud ou bien nord-sud. Exactement. C'est ça, si je me permets de dire, le rôle du G20. Et ça, c'est oui. Bon, ça, je passe à un autre angle pour continuer notre discussion. Lors de sa participation aux réunions du G20 tenues à New Delhi, en Inde, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à un mini-sommet afro-européen au cours duquel les dirigeants africains et européens sont convenus sur l'importance de poursuivre la coordination et de tirer le meilleur parti du partenariat entre les deux parties, ce qui renforce l'échange d'intérêts et de gains communs. Lors de sa participation aux réunions du G20 tenues à New Delhi en Inde, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé samedi au mini-sommet afro-européen tenu en marge du sommet en réunissant les dirigeants et représentants d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, des Pays-Bas, de la France, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et des Comores, ainsi que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le sommet a été l'occasion de discuter de l'évolution d'un certain nombre de dossiers d'intérêt commun, surtout celui de l'adhésion de l'UA au G20. Cette étape a été bien saluée et le président Al-Sisi a souligné qu'elle représente un pas dans la bonne direction pour offrir l'opportunité de mettre les priorités du continent sur l'agenda international, a déclaré le porte-parole de la présidence.
Selon ce dernier, le sommet a témoigné aussi un entretien approfondi à propos de la situation internationale actuelle et ses répercussions négatives sur la question de la sécurité alimentaire, où le président Assisi a signalé que contenir les défis de la crise alimentaire croissante, en particulier sur le continent africain, nécessite l'élaboration d'une vision commune pour renforcer la gouvernance du système mondial de sécurité alimentaire basée sur la centralité du système multilatéral et la cohérence des efforts des institutions financières internationales et des parties actives pour répondre rapidement et efficacement à cette crise. Il a également affirmé que l'une des priorités les plus importantes de la présidence égyptienne du NEPAD est d'activer le programme détaillé du développement de l'agriculture africaine afin de préserver la sécurité alimentaire dans le continent noir. Au cours du mini-sommet, les dirigeants africains et européens sont convenus sur l'importance de poursuivre la coordination et de tirer le meilleur parti du partenariat entre les deux parties, ce qui renforce l'échange d'intérêts et de gains communs. Docteur Moustapha Tammem, je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, c'est un mini-sommet afro-européen. Alors, comment profiter d'une coopération bonne entre les deux parties, l'Europe et l'Afrique? Gagnant-gagnant, je veux dire. Oui, oui. Moi, je pense que l'Égypte peut jouer un rôle très, très important dans ce domaine-là parce qu'elle a une location stratégique entre l'Europe et les pays africains. Et comme je vous dis, l'Égypte a beaucoup d'expérience avec les problèmes qui sont avec ces pays-là. Et elle peut transférer tout ça à des pays en Europe. Et peut-être elle peut avoir un système de communication, expliquer qu'est-ce que ces pays en ont besoin. Comme vous avez dit depuis au début, quelles sont les priorités là-bas? Voilà. Ça, c'est très, très important. L'Égypte peut jouer un rôle dans ce domaine-là. Et comme je vous dis aussi, elle peut assister avec le domaine de l'infrastructure, car l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et peut-être peut aider beaucoup des pays qui souffrent de ce domaine. Malheureusement, l'Europe est accusée par les Africains en tant qu'ex-colonisateur, quand elle se trouve en Europe, en Afrique, je veux dire, alors elle cherche à profiter, mais pas présenter des services. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou bien... Moi, je pense que c'était au passé, oui. Mais maintenant, la situation a changé. Et peut-être l'Europe aussi, avec la guerre en Ukraine, souffre beaucoup. Alors, peut-être on va avoir un nouveau système ou une nouvelle philosophie économique pour avoir donné une chance à ces pays-là qu'on peut profiter de l'expérience de l'Europe. Alors maintenant, ça va changer. Ça va pas comme au passé, comme vous avez dit, qu'on va exploiter ces pays-là. Voilà. Mais on va avoir une coopération entre ces... Parce que maintenant, l'Europe souffre beaucoup des problèmes avec cette guerre-là qu'on a en Ukraine. Et on ne sait pas comment ça va finir. Jusqu'à maintenant, personne ne sait quels sont les résultats finaux. Alors, peut-être ça, c'est une chance, très bonne chance pour les pays européens qui vont venir dans ces pays-là et avoir leur travail là-bas. Très bien. L'Union africaine est devenue membre du G20. Oui. Quelle est l'importance de ce pas, à votre avis? Certainement, ça va donner un pouvoir et va donner une idée à beaucoup de pays. Qu'est-ce que ces pays en Afrique en ont besoin? Et quelle sorte de coopération, dans quel domaine? Dans le domaine de l'énergie verte, peut-être, dans le domaine du climat, dans le domaine industriel. On a besoin beaucoup d'expérience, parce que malheureusement, peut-être le monde a négligé les pays africains. Et comme je vous ai dit, les pays africains, on a beaucoup de ressources, dans beaucoup, peut-être, je vais vous donner un exemple. Le Soudan, on a des terrains. Si on va avoir un système pour l'agriculture, on peut donner la nourriture pour le monde arabe. Si on va. Et nous avons
les main-d'œuvre ici en Égypte. Exactement. Alors, si on voit une coopération entre ces deux pays, ça va être une situation très bien. Mais certainement, on doit avoir un système de communication pour donner une idée quels sont les problèmes là-bas et qu'est-ce qu'on a besoin, ces pays-là. Ça, c'est très, très important. Ça va faciliter la coopération entre l'Union africaine et les pays du G20, dont les pays les plus industrialisés au monde, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, oui. etc. Est-ce que ça va vraiment bouger entre les deux parties? Moi, je pense oui, certainement, parce que là, maintenant, la coopération, ce serait quelque chose de très important pour ces pays, pour les pays européens aussi. Et comme je vous ai dit, on a maintenant le problème avec la guerre de l'Ukraine. Ça va encourager les pays européens de transférer leur travail dans ces pays-là. Je veux vous donner un autre exemple. Beaucoup de compagnies, on a transféré leur travail à la Chine maintenant. Même les Européens, les Américains, ils sont installés en Chine. En Chine. Oui. Alors, moi, je pense que l'Afrique va avoir une chance d'installer beaucoup des projets là-bas. Vous parlez d'une main-d'œuvre qui est là et qui est nombreuse. Exactement. En même temps, les terrains qui ne sont pas chers, etc. Et on peut faire la même expérience ou même le modèle de la Chine. Exactement. On espère bien. Oui. Bon. Le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de son discours, a évoqué un point très important, c'est tel qu'il faut négocier les dettes des pays en voie de développement envers les grandes institutions financières ou bien les grands pays industrialisés. Comment vous trouvez ce point et est-ce qu'on a une solution pour ce problème? Ça, c'est un point très, très important parce que peut-être un des problèmes que ces pays souffrent, là, les pays africains, c'est les dettes. Peut-être, on a beaucoup de dettes. Et peut-être, si on n'a pas une stratégie pour payer ces dettes-là ou pour réduire les dettes, ça va mettre ces pays dans une situation très dangereuse. Alors certainement, ce n'est pas seulement, beaucoup de pays, pas seulement les pays africains, on souffre de ce problème-là. Alors certainement, moi je pense que la Banque mondiale et le FMI pourraient mettre un plan pour élever ces dettes-là et pour avoir un système... Est-ce que c'est possible? Oui. C'est vrai. C'est-à-dire la Banque mondiale ou bien le Fonds monétaire international peut dire je vais réduire les dettes ou bien les intérêts. Si vous voulez faire ça et ça et ça, on peut encourager les investisseurs qui vont venir, ça va réduire les dettes, définitivement. D'accord. Par les investissements, je voulais dire. Oui. D'accord. Parce que je crois que vous êtes d'accord avec moi que c'est un problème flagrant qui touche un nombre incroyable. C'est un problème mondial. Oui, voilà. Oui. Commençons par l'Argentine, par exemple, qui n'est pas africain. Exactement. C'est le premier. Ça, c'est la question des dettes. Sinon, si on parle de la question de coopération entre tous les pays du G20, est-ce que ça pourrait réduire ou bien réduire l'impact et les effets négatifs de la crise économique et financière du monde? Certainement oui, parce que moi je pense qu'il n'y a pas une autre solution. Maintenant, comme je vous ai dit, le monde a négligé, les pays africains. Et ces pays-là, ils ont beaucoup de chances pour avancer. Et de l'autre côté, les pays de l'Europe, peut-être l'Amérique, on doit les encourager de faire leur travail dans ces pays-là. Et ça serait par donner beaucoup de facilités. Et moi, je pense, comme je l'ai dit, la Banque mondiale et la FMI pourraient jouer un rôle très important pour élever des obstacles qui vont... Là, il y a le BRICS. Oui. Le BRICS avec sa banque, qui est la Banque du développement des BRICS, qui paraît sur la surface mondiale actuellement. Est-ce que ça peut être un compétiteur pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? Et comme ça va obliger la Banque mondiale de faire réduire les dettes, etc. Moi, je pense pas ça va prendre un peu du temps. Oui. Parce que certainement, comme vous savez, la Banque mondiale et la FMI, on a une expérience peut-être plus de 70 ans maintenant. Voilà. Et certainement, ça va prendre du temps
quand les pays, on va avoir la confiance dans cette nouvelle banque. Ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, oui. Mais elle existe. Elle existe, oui, je veux dire. Oui. C'est-à-dire. Et ça dépend aussi si on va donner des recommandations qui vont donner des effets positifs à ces pays-là. Ça va peut-être élever cette banque-là et ça va donner beaucoup d'importance à cette banque-là. D'accord. Je passe à un troisième angle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à la séance d'ouverture du 18e sommet du G20, rappelant ainsi le discours prononcé par le président au cours de cette séance dans ce commentaire. À la séance d'ouverture du 18e sommet des dirigeants du G20, le président Sisi a remercié le Premier ministre indien Narendra Modi pour l'accueil chaleureux tout en affirmant son appréciation pour ses efforts déployés dans le cadre de sa présidence du G20, couronnée par ce sommet et dont le monde attend avec impatience pour réaliser les espoirs des peuples. Le président Sisi a également exprimé la satisfaction de l'Égypte de l'adhésion bien méritée de l'Union africaine au groupe des 20. Atteindre nos objectifs communs face aux défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui nécessite une perspective globale, a déclaré le président Sisi. Ceci afin de formuler des futurs arrangements centrés sur le système multilatéral, basant sur les objectifs de la Charte des Nations Unies et les règles du droit international, en maximisant le rôle des institutions internationales à répondre efficacement aux crises et aux défis. Sisi a également indiqué que le rôle du G20 est souligné, notamment en termes de résolution des déséquilibres de la structure financière mondiale et de développement des institutions financières internationales, tout en élaborant des solutions durables aux problèmes structurels auxquels sont confrontés les pays en développement. Dans un contexte et dans le cadre de son honneur d'assumer la présidence du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, Sisi a souligné avoir fixé, en consultation avec les pays africains frères, des objectifs précis pour soutenir les pays. Ceux-ci se concentrent sur la promotion de l'intégration économique continentale, l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda de développement de l'Afrique, l'activation de l'accord de libre-échange continental et la mobilisation des ressources pour les domaines prioritaires liés aux infrastructures, à l'énergie, aux communications et à la sécurité alimentaire, ainsi que le traitement de la crise des dettes du continent. À la fin de son discours, le président Sisi a espéré que ce sommet contribuera à prendre des mesures décisives pour relever les défis qui entravent la reprise économique et le développement durable. Monsieur Dr Moustapha Tammem, vous êtes expert en économie. Là, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours au début du sommet du G20. Comment évaluez-vous ce discours et donnez un bref aperçu sur ce discours? Certainement, le discours a mis des points très, très importants et a fait un focus sur des problèmes que le monde entier souffre. Alors, et certainement, il a donné beaucoup d'importance pour les dettes qu'on a parlé depuis 2 minutes maintenant. Et on a dit que ça va causer un problème. Si on n'a pas une solution pour ces dettes-là, ça va causer un problème mondial pour beaucoup de pays. Et de l'autre côté aussi, il a mis beaucoup de pouvoir pour avoir la coopération entre les pays du monde pour avoir les problèmes, pour accueillir les problèmes du climat, les problèmes aussi d'énergie. Très, très important. Et peut-être il a donné une idée que l'Égypte a joué un rôle très important dans le domaine d'énergie verte. Et peut-être dans ce domaine-là, moi je pense que l'Égypte peut donner beaucoup d'expérience à les pays africains dans ce domaine. Parfait. Là, le président a eu des rencontres avec des dirigeants du monde, dont le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Parlez-nous des relations futures entre les deux pays. Ce sont les leaders de 2 plus grands pays de la région. Exactement. Alors,
les relations futures, comme vous voyez? Je parle économiquement, bien sûr. La Turquie a beaucoup d'expérience dans le domaine industriel. Oui. Et peut-être dans ce domaine-là, on peut transférer cette expérience en Égypte ici. Et ça va encourager beaucoup des compagnies turques qui vont venir faire leur travail ici en Égypte. Ça, c'est numéro 2 aussi, c'est le tourisme. Le tourisme, et beaucoup des touristes de la Turquie vont venir peut-être au passé. Les touristes, on a été au Liban. Maintenant, au Liban, il y a beaucoup de problèmes. Alors peut-être nous avons beaucoup de chances pour attracter ces touristes ici en Égypte. Le troisième domaine, c'est le domaine industriel, car la Turquie a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là aussi. L'Égypte peut profiter. Et qu'est-ce que l'Égypte peut présenter à la Turquie? Dans le domaine de l'agriculture, peut-être, on a beaucoup d'expérience. On peut donner notre expérience dans ce domaine-là. Et dans le domaine de l'énergie verte. On est très avancé dans ce domaine. Oui. C'est vrai. Oui. Alors, avec bien sûr la station de Benban à Assouan, etc. Exactement. Bon, une autre rencontre, on parle des relations égypto-indiennes qui a accueilli bien sûr ce sommet et en même temps l'Égypte a été l'invité d'honneur. Les relations entre l'Égypte et l'Inde, historiquement et économiquement. Certainement, l'Égypte avait beaucoup de relations depuis longtemps avec l'Inde. Et certainement maintenant, avec la visite de le président Abdel Fattah el-Sisi, et il avait peut-être une discussion avec le Premier ministre indien, ça va élever la coopération dans le domaine de la technologie, parce que certainement l'Inde est très avancée dans ce domaine-là, et nous pouvons profiter dans ça. Et historiquement, nous avions des relations très... Exactement, depuis longtemps. Oui. Alors, là, si je reviens pour l'Afrique. Alors, l'Afrique a besoin du G20. Oui. Alors, comment vraiment, peut-être c'est une question que je répète, mais comment vraiment l'Afrique peut profiter d'être dans le G20 au maximum? Certainement, l'Afrique a beaucoup des avantages. Ils ont des ressources minérales, ils ont peut-être beaucoup de chances d'avoir des projets là-bas. Mais le problème, c'est qu'on doit élever, comme je vous dis, on doit avoir un plan pour élever les obstacles. C'est très, très important parce que certainement, ces pays, on n'est pas très avancé dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de la technologie. Alors ça va prendre un peu de temps. Et certainement, nous devons avoir un plan pour donner une idée à le monde entier qu'est-ce que ces pays on a besoin. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est très, très important. Numéro 2, comment on va mettre un plan d'action pour élever ces pays-là. Ça, c'est très, très important. Avant de parler économie, on parle toujours politique. Oui. Alors, il y a beaucoup de problèmes politiques dans la région. Ça, c'est très, et dans les pays africains. Les pays africains et de la région. Exactement. Alors, est-ce qu'on doit commencer politique, non? Moi, je pense que ça, c'est une priorité. Oui. On doit commencer à avoir une stabilité politique. Parce que si on n'a pas la stabilité politique, personne ne peut pas aller même visiter ces pays-là, pas faire du travail avec eux. Alors ça, c'est très, très important. Et moi, je pense que l'Égypte joue un rôle très important. Et je vais donner un exemple au Soudan. L'Égypte a joué un très grand rôle pour avoir une solution avec le problème que le Soudan souffre maintenant. Il a joué un rôle très important. Et peut-être dans des autres pays, peut-être on peut prendre le modèle égyptien pour avoir une solution avec ces problèmes-là. Et si on parle d'un pays comme l'Égypte qui est entouré de partout de pays qui ne sont pas très stables. Exactement. Libye, Soudan, Gaza. Oui. Alors comment on survit? Comment on dit? On survit. Certainement, malheureusement, comme vous avez dit, les pays qui sont entourés avec l'Égypte, on a beaucoup de problèmes. Mais certainement, avec la situation politique, on avait cette situation depuis 15 ans. On avait beaucoup de troubles ici en Égypte. Mais maintenant, grâce à l'armée, on a mis la stabilité politique maintenant,
on a élevé les terroristes en Sinaï. Oui. L'Égypte a joué un rôle très, très important pour éliminer les actes terroristes. Oui, bien sûr. Et même, pas seulement en Sinaï, en tous les parties d'Égypte. Alors maintenant, ça peut-être, c'est un pouvoir très important qui a donné une indication positive pour le pays. Et ça a dû donner la stabilité de l'Égypte. Il faut que la Libye, le Soudan prennent l'exemple de l'Égypte pour pouvoir vraiment la solution. Oui, voilà. Je profite de votre présence parce que j'ai une question qui préoccupe ou bien que tout le peuple égyptien pose actuellement. Quel est l'intérêt de l'adhésion de l'Égypte au BRICS? Peut-être ça, certainement, va donner un message que l'Égypte a avancé dans beaucoup de domaines. Et ça va donner un autre message que l'Égypte a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines. Et ça va donner aussi un autre message que l'Égypte veut la coopération entre les pays mondiaux pour avoir la stabilité politique et la stabilité économique. Et peut-être l'Égypte joue un rôle dans ce domaine-là très important. Qu'est-ce que ça va rapporter à l'Égypte économiquement? Certainement, ça va donner un message que l'Égypte est stable et ça va attirer beaucoup des investisseurs qui vont. Et je vais donner un exemple spécifiquement, la zone franche du Suez-Canal. Peut-être beaucoup des investisseurs vont venir et faire leurs projets là, et spécifiquement les projets du transit, parce que la location stratégique de l'Égypte entre l'Europe et le Moyen-Orient et les pays du Golfe, c'est très important et ça donne beaucoup de pouvoir pour les investisseurs. C'est une source de communication entre beaucoup de pays au monde entier. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Moustapha Tamam, pour ces informations et ces explications concernant soit le G20, soit le BRICS, soit les relations entre l'Égypte et le reste du monde. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.